Cette vidéo fait suite à l'épisode de Damoiselle, un What's in my besace en Gaule occupée. Si vous l'avez pas vu, cliquez sur l'affiche. Dame, 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 damoiselle. Salut, je m'appelle Julien, je suis consultant en histoire pour la série Damoiselle. Aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur les conditions de vie de la femme en Gaule occupée, en regardant ensemble l'épisode d'Elancia. C'est la damoiselle qui est légèrement complotiste. Depuis 6 mois que c'est là, j'ai des migraines. Coïncidence? Pas sûr. Bon alors c'est parti pour les petits trésors. D'abord, faut savoir que tous les objets cités dans l'épisode correspondent à une réalité. La Gauloise était une femme active, qui passait pas la journée à se la brosser à la maison, donc elle avait besoin d'être équipée. Bonjour à toutes mes druidesses. Ah, ça me fait plaisir. Druide, c'est pas une fonction réservée aux hommes. C'était un personnage important de la civilisation gauloise, prêtre, juriste, conseiller militaire, et qui pouvait être tout aussi bien masculin que féminin. Non mais franchement, c'est immonde. Par si belle. Ils appellent ça le progrès? Mais vrai, ouais. Bon, elle est un peu remontée, d'un certain point de vue, ça peut se comprendre. Hein. Elancia, elle vient en Gaule romaine au début de notre ère, plus ou moins vers l'an 0. À ce moment-là, ça fait une cinquantaine d'années que César a soumis les peuples qui vivent sur ce territoire. Et sans trop se fouler, d'ailleurs, comparativement à la superficie que ça représente. C'est pas que les Gaulois étaient des bras cassés, au contraire, militairement, ils étaient vraiment de taille à faire face à l'envahisseur. Mais à la différence de Rome, qui était une multinationale, on va dire, ils ressemblaient plutôt à un groupe de petites assos et de PME. En tout cas, c'était pas assez fédéré pour faire face assez vite à une armée romaine très efficace et unie. Une fois la conquête réalisée, les peuples qui vivaient en Gaule ont assimilé une culture romaine qu'ils connaissaient déjà pas mal grâce à leurs liens commerciaux. Mais en plus de ça, on a vu apparaître des marqueurs de civilisation typiquement romains, comme les aqueducs, les thermes, les amphores de vin, tout ça. Et Elancia, elle est en plein dans cette période de transition. Après, qu'elle soit aussi anti-romaine, c'est un peu exagéré. Mais dans la fiction, on privilégie le spectacle à la réalité historique. Attention, j'ai bien dit Carnut, j'ai pas dit Gaulois. Hein. Gaulois, c'est comme ça qu'ils nous appellent les Romains, là. Je suis désolé, on est Parisis, on est Arverne, on est Sénon, on est Carnut. Moi, je suis Carnut, ok? On ne dit pas Gaulois! Bon, elle a raison de pousser la gueulante. Ce qu'on appelle la Gaule, parce que c'est bien pratique et que ça va plus vite, en réalité, c'est un concept ethno-culturel romain. Si les Gaulois devaient se nommer eux-mêmes, ils utiliseraient plutôt le terme celte. Mais en fait, ils sont composés de nombreux peuples différents. On trouve des Sénons, des Unelles, des Vénètes et des Carnutes, donc. Ils vivent dans une région agricole assez sympa, qui est la Beauce aujourd'hui, et donnent leur nom à la ville de Chartres. Si, avec un peu de volonté et quelques siècles, Carnut, ça devient Chartres. Ils ont une identité déjà bien établie avant la guerre des Gaules, puisqu'ils font battre monnaie, ce qui n'était pas donné à la première tribu venue. En fait, ils sont assez riches parce qu'ils exportent leurs céréales. On leur associe aussi une forêt du même nom, la forêt des Carnutes. C'est là que les druides auraient tenu leur meeting annuel. Tu sais ce qui est pas romain? Bah c'est le divorce. Bon, c'est pas une menace en l'air ça. Hein. Contrairement à la femme romaine, qui avait à peu près autant de pouvoir décisionnel qu'un labrador, la gauloise, c'est plutôt une figure d'indépendance, aussi bien dans la vie privée que publique. Évidemment, comme il y a une grande diversité de cultures en Gaule, faut nuancer au cas par cas, puis ça dépend de la position de sa famille, mais les conditions du mariage sont assez souples. D'abord, elles sont libres de choisir qui elles veulent épouser, on leur impose pas le premier blaireau qui passe. Et si elles apportent avec elles une dot, c'est-à-dire un apport monétaire ou matériel, le futur mari doit apporter une valeur équivalente. Et la mariée, elle reste propriétaire de ses biens propres, comme ses bijoux, son bétail. Le mariage était un contrat à durée pas forcément définie. Et en cas de séparation, parfois par consentement mutuel, chacun pouvait retourner librement dans sa famille. Si c'était l'homme qui abandonnait sa femme ou s'il lui infligeait de mauvais traitements, il était condamné à lui payer de gros dédommagements. Le mari d'Elancia, il peut donc tout à fait se retrouver gros gens comme devant. Comme ça, je peux la porter sur l'épaule, tendance Carnut, voilà, ça va trop bien avec ma tresse. Petit point capillaire, je vous rappelle au passage que les cheveux c'est 80% de la personnalité, donc ce serait dommage de passer à côté. Évidemment, on pouvait pas éviter les tresses, elles pouvaient même être agrémentées d'épingles en or ou de bandelettes décoratives. Elancia, elle a rien à envier au raffinement des Romaines. Il nous reste peu de traces des modes capillaires gauloises, mais on sait qu'elles étaient sophistiquées et qu'on est loin des pouilleux braillards qu'on nous vend dans les films de Mel Gibson. Si elle veut, une gauloise, elle peut même se décolorer en blonde avec de l'eau de chaux ou en rousse avec un mélange de graisse de chèvre et de bois de hêtre. Les hommes portent aussi les cheveux longs, en tout cas plus longs que les Grecs et les Romains, même si l'habitude elle se perd peu à peu avec la colonisation romaine. On a même cru pendant longtemps que c'était la raison du nom de Gallia comata ou Gaule chevelue. Mais c'est plus probablement en raison des forêts qui couvrent le nord de l'Europe. Mes figures votives. Alors vous, je sais pas ce que vous avez chez vous, je sais pas de quoi vous protéger. Moi j'ai ça. Ça c'est pour me protéger de la colère des dieux. Ah, les dieux celtes. Il y aurait de quoi en faire un épisode entier. C'est peut-être un point sur lequel Manon peut nous éclairer. Et oui, Julien. Alors, il faut savoir qu'en général, les Romains laissent au peuple conquis une liberté de culte, mais pour les Gaulois, non. L'empereur Claude interdit le druidisme, qui est considéré comme cruel, et pour un peuple ayant inventé les jeux du cirque, c'est plutôt ironique. Sauf que la culture gauloise est vaste, elle s'étend de la péninsule ibérique jusqu'à l'Irlande. Et c'est compliqué de surveiller tout le monde, donc chez les populations éloignées des grandes villes et donc de l'influence romaine,
on continue à pratiquer sa langue et à honorer ses divinités, d'où les figures votives. Problème, elles sont souvent réalisées dans des matériaux qui se conservent mal, genre le bois, donc il nous reste peu de traces de ces divinités. On peut tout de même citer Granos, dieu solaire, et Dagda, le chef des dieux, ce sont un peu les Apollon et Jupiter des Romains, et pendant des siècles, les deux panthéons vont s'assimiler et finiront par former les racines du christianisme primitif. Les figurines ont fait du chemin. Merci Manon. Si vous avez été occupé à farfouiller dans votre sac pendant la vidéo, voici les 3 points qu'il faut retenir sur la Gaule occupée. 1. Déjà, personne n'appelait les Gaulois les Gaulois. 2. Une femme gauloise, elle peut divorcer et se remarier plusieurs fois si elle veut. 3. C'est pas parce qu'on est barbare qu'on est aussi crasseux. L'histoire, c'est pas une ligne droite, ça ressemble plutôt à un mouvement de balancier. Et Lancia, elle a vécu il y a longtemps, mais on a vu dans cet épisode que son quotidien résonne encore avec le nôtre. En tout cas, on peut lui dire merci, parce que grâce à elle, on a pu voir de bien jolies figures votives, et ça fait toujours plaisir. Et celle-là, elle est surpuissante. Elle me protège du hack du... Merci de m'avoir écouté.